Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du dimanche. Tout de suite, le sommaire. Le changement de commandement à la tête du 3e régiment d'infanterie de Témédia. Le lieutenant-colonel Alonim Takounyadi est désormais à la tête de ce corps. Il remplace le colonel Uro Korigo Agnorou. La cérémonie de passation de commandement assure dans un instant. Lomé accueille demain la 46e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. En 50 ans d'existence, cet établissement régional d'enseignement supérieur a formé des cadres vétérinaires et zootechniciens. Les activités inscrites au programme de la session de Lomé seront connues tout à l'heure avec le directeur général de l'ISMV, le professeur Yalasse Yamba Kaboré. Professeur, bonjour. Bonjour. Et puis cette invention d'un groupe de jeunes étudiants togolais, ça s'appelle Magie, un dispositif conçu à base de matériaux de recyclage et sert à tester l'eau si elle est potable ou non, à découvrir dans cette édition. Voilà pour les principaux titres. Nous sommes le dimanche 3 septembre. Bonjour et bienvenue pour le JDD. Le commandement change à la tête du 3e régiment d'infanterie de Témédia. Le lieutenant-colonel Alonim Takounyadi va désormais diriger ce corps. Il remplace le colonel Uro Korigo Agnorou. La passation de chasse était hier, une cérémonie prisée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Sogoyou Pacha. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce sujet dans le courant de cette édition. Et du nouveau, dans le programme de formation des élèves professeurs en formation à l'ENS d'Atakwame, il s'agit du tout premier cours obligatoire sur les méthodes d'éducation sans violence, ce qui permettra aux normaliens d'être bien outillés sur l'éducation non violente avant d'être déployés dans les collèges. Ce cours sur les méthodes d'éducation sans violence a démarré samedi dernier à l'ENS d'Atakwame. Le point avec Lucassi. Cette unité d'enseignement sur les méthodes d'éducation sans violence vient à point nommé dans un contexte national et international où les citoyens doivent être épris de paix et adopter dans toutes circonstances des comportements non violents. Pour ce faire, il revient aux institutions de formation telles que l'ENS, l'INSEE et l'INJS d'outiller toutes les promotions d'élèves, professeurs des collèges à cet effet. Elle est obligatoire en ce sens qu'elle sera sanctionnée par des évaluations et puis il y aura des crédits affectés à cette unité d'enseignement. Il faut qu'ils assimilent bien ces enseignements qui leur sont donnés afin que sur le terrain, ils puissent les appliquer comme ça se doit et au profit donc des jeunes dont ils auront la charge quand ils seront déployés sur le terrain. Ce cours obligatoire sur les méthodes d'éducation non violente est assuré par un maître de conférence des sciences de l'éducation des universités du Togo. On a insisté sur le décrochage scolaire, l'abandon scolaire, la timidité, la peur. On a mis l'accent aussi sur les conséquences pour les auteurs de la violence, dont l'enseignant. Les conséquences en termes de poursuites judiciaires, perte de son emploi, problèmes relationnels. Et puis nous insistons aussi sur le cadre de protection de l'enfant, surtout les tests qui viennent directement du ministère de tutelle, qui rappellent chaque fois les conditions dans lesquelles les enfants doivent être éduqués dans nos établissements scolaires. Pour les non-maliens, c'est un vide que vient combler cette unité d'enseignement sur la non-violence. Avant, nous pensions que éduquer un enfant, c'est l'amener par force à approuver ou bien à apprendre aussi rapidement ce qu'on l'enseigne. Mais avec ce cours, nous avons appris que la violence n'amène pas l'enfant à mieux apprendre, mais plutôt développe en lui d'autres violences en soi. Et cela a des conséquences négatives sur son apprentissage. Ce cours nous donne des alternatives pour mettre fin à des violences en milieu scolaire. C'est un cours qui nous protège et protège les enfants. On se demandait pourquoi nous on a été frappés à l'école et aujourd'hui on nous interdit de ne pas taper les élèves, de ne pas les corriger par le bâton, ainsi de suite. Donc ce cours-là nous a été très bénéfique du moment où ça nous parle des méthodes alternatives pour
et lutter contre ces violences. Cet enseignement obligatoire sur les méthodes d'éducation non violente est le résultat d'un plaidoyer fait par Bonne Fonden et la Coalition pour l'éducation dans le cadre du projet Éduquer autrement phase 2, l'unité d'enseignement ayant été élaborée par les universitaires et les professeurs de l'INS et de l'INJS. C'est un ouf de soulagement pour les transporteurs routiers de la région de la Kara. Bientôt, ils auront une nouvelle gare routière plus grande qui va répondre à leurs préoccupations. La construction de l'infrastructure est financée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. La pose de la première pierre, c'était hier à Kara. Nestor Mozo. Autorité de Kara et patron de la CCIT, Chambre de commerce et d'industrie du Togo, qui procède à la pose de la première pierre de la gare routière de Kara Sud, celle qui sera la plus grande de la région. Pour les formalités de départ et d'arrivée, les conducteurs et les passagers les font dans des conditions difficiles. Bientôt, ils vont pousser un ouf de soulagement. C'est une gare digne de nom qui sera construite. L'ouvrage qui va être réalisé sur cet espace d'environ 1 hectare sera composé d'un certain nombre d'éléments dont les boutiques en bordure de route avec une voie d'accès, une infirmerie, un restaurant, un bloc administratif, un quai d'embarquement. Vous avez aussi des sanitaires, une clôture d'enceinte et tout l'ensemble, toute la surface intérieure pavée. Et cela va se faire en 2 temps. Une première phase cette année dont l'appel d'offres est en train d'aboutir et la deuxième phase sûrement dans le courant de l'année 2018 pour finir tout le projet. La nouvelle gare de Kara viendra booster le transport et développer les échanges des autres activités commerciales. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo en a la conviction. C'est la CCIT qui va financer l'ouvrage comme elle a déjà fait ailleurs. Après Lomé, où on a mis en place la gare routière d'Accordé-Sirois appelée la gare de l'Est et la gare de l'Ouest au niveau de Kodjovia-Kopé. Nous nous sommes dit qu'il faille aussi intéresser les populations de l'intérieur. Donc pour nous, c'est une infrastructure de développement qu'on veut mettre en place dans la région de la Kara. Et les autres régions seront aussi, dans les années à venir, vont profiter de ces infrastructures aussi. Transmettant les remerciements des populations de la région de la Kara à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo pour ces actions, le préfet de la COSA, Badiba Oubakari, a souligné que celles-ci s'inscrivent dans la vision du gouvernement sous la houlette du chef de l'État, Faure Sozomana Zingbe, dans la dynamique du Togo émergent en 2030. Et dans les savanes, techniciens et conseillers agricoles font le bilan de la production du soja dans la région. La filière le vend en poupe ces dernières années et ces techniciens envisagent de nouvelles alternatives pour booster la production et trouver de nouveaux débouchés. Suivez la correspondance de Désiré Aloye. Le Togo mène des actions fortes pour asseoir la filière soja dans le pays. Le projet renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja au Togo reste un cadre renforcé qui entend contribuer à accroître les revenus que tire le pays de la filière soja en identifiant en amont les activités de production. L'ICAT accompagne les acteurs, techniciens spécialisés, conseillers agricoles et autres sur le terrain. Une rencontre régionale savane afin que ces acteurs s'accordent sur les directives en direction des producteurs dans l'objectif d'optimiser les rendements et obtenir en aval un produit final de bonne qualité. Depuis déjà 2 campagnes, l'ICAT est en train de travailler dans le cadre du projet de renforcement des capacités productives de la filière soja au Togo. Cette rencontre réunit les techniciens spécialisés et les chefs d'agence qui ont la responsabilité de suivre et d'appuyer les producteurs de soja. Ceci dans l'objectif que la campagne puisse être bien menée, de façon à ce que nous puissions avoir en fin de compte du soja de très bonne qualité qui soit vraiment compétitif sur le marché international. Donc la rencontre de ce matin nous permettra de voir les activités menées jusqu'à présent, de voir quels sont les goulots d'étranglement et ensuite de proposer des approches de solutions.
1500 posters au plan national seront distribués et affichés par les conseillers pour usage dans les zones de production pour plus de visibilité. Le commandement change à la tête du 3e régiment d'infanterie de Temeja. Le lieutenant-colonel Alonim Takunyadi va désormais diriger ce corps. Il remplace le colonel Uro Korigo Agnoru. La passation de charge c'était hier. Une cérémonie présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Sogoyou Pacha. Le récit de Sivera Boudou. Remise de drapeau de la formation militaire, symbole de passation de commandement au 3e régiment d'infanterie de Temeja. Le colonel Uro Korigo Mola Agnoru, précédemment chef de corps, est remplacé par le lieutenant-colonel Takunyadi Alonim, désormais chef de corps au 3e régiment d'infanterie de Temeja et commandant du 2e secteur militaire qui couvre Notien à Nyamasila. Son prédécesseur lui passe ici le témoin à travers cette cérémonie présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Sogoyou Pacha. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le lieutenant-colonel Takunyadi Alonim, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Fermez le bas. Après ce cérémonial, l'ancien chef de corps a appelé son successeur à poursuivre le chantier en gestation pour le bien-être de cette institution de la hiérarchie militaire et surtout à faire montre de persévérance et de détermination. Le lieutenant-colonel Takunyadi Alonim, lui, mesure déjà le travail qu'il attend et rassure l'accomplir pour un meilleur fondement de l'armée togolaise. Ce nouveau patron du 3e RI de Temeja a eu un diplôme d'état-major en Chine et a passé 11 ans au camp Temeja en tant que personnel militaire de 1995 en 2006. Une unité qu'il compte servir après son poste de chef de cabinet au ministère de la Défense. Je vous l'annonçais en titre, Lomé accueille demain lundi la 46e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Les experts des 15 pays membres de cet établissement sont à Lomé pour cette session. L'école forme des cadres compétents en santé et production animale, ceci en vue de créer de l'emploi et diversifier les économies des pays membres. Rachel Aouko. D'importants sujets sont inscrits au programme de la 46e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. La session qui s'ouvre lundi à Lomé va réunir les experts des 15 États membres de cet établissement régional, dont le Togo. Elle permettra de faire un diagnostic du budget de l'année précédente ainsi que des sujets portant sur la vie de l'EISMV. Les nouvelles opportunités d'emploi qu'offre cette filière à la jeunesse africaine seront également abordées. Une part belle sera également faite à l'examen du projet du plan stratégique de cette école. De nouveaux tests qui seront soumis au Conseil des ministres des États membres de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire qui se réunit à Lomé la semaine prochaine. En 50 ans d'existence, cette école a pu former des cadres vétérinaires, zootechniciens pour les fonctions publiques des pays membres et contribuer à travers ses activités de recherche-développement et ses expertises à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et au développement économique. L'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire compte 15 pays membres. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Rwanda, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Et pour avoir plus d'informations sur cette session ordinaire de cette école à Lomé, nous avons sur ce plateau le professeur Yalassé Yamba Kaboré. Il est le directeur général de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Et bienvenue à Lomé. Merci. Alors, présentez-nous brièvement à cette école que vous dirigez.
Alors, merci de me donner cette opportunité de parler de l'école inter-état de sciences et de médecine vétérinaire de Dakar. Alors, il s'agit d'un établissement d'enseignement supérieur et de formation professionnelle typiquement vétérinaire, qui est commun à 15 États membres, comme l'a dit votre reportage. Et donc a été créé en 68 par des chefs d'État qui ont exprimé le besoin de former des vétérinaires et les mettre à la disposition de leur pays pour booster un peu la santé animale et le développement donc de l'élevage. D'accord. Alors la 46e session ordinaire de cette école s'ouvre demain lundi à Lomé. Alors pourquoi le choix de Lomé? Quels sont les sujets inscrits au programme? Alors le choix de Lomé est une décision du Conseil des ministres de la 45e session qui s'est tenue à Ouagadougou l'année dernière. Bien sûr après avoir consulté les autorités, très hautes autorités donc, du Togo. J'allais dire, ce conseil de Ouagadougou a jugé également nécessaire de magnifier leur reconnaissance vis-à-vis du Togo, et puis d'exprimer leur gratitude aux autorités, aux 13 autorités du Togo pour leur accompagnement qu'ils ont toujours donné à l'école vétérinaire, qu'ils ont toujours mis à la disposition de l'école dans la mise en œuvre de ses activités régaliennes. Donc cela rentre dans ce dispositif-là. Alors, la deuxième question, parce qu'il y a deux questions. La seconde question que vous posiez, c'est quels sont les sujets qui seront abordés. Le conseil d'administration aborde différents points d'ordre du jour. Habituellement, c'est l'examen des rapports du directeur général, de l'agent comptable, du contrôleur financier, du commissaire aux comptes. Cette année, nous avons ajouté l'examen des différents textes, puisque nous avons pensé que 10 ans plus tard, il fallait revisiter les textes. Donc nous soumettons ces textes fondamentaux de l'école et des textes qui réglementent les études de l'école à l'approbation donc du conseil d'administration. Et puis le troisième point, c'est le projet d'élaboration du plan stratégique de l'école. Nous pensons que l'école aujourd'hui est dans une dynamique et que pour ces 5 ou les 3 prochaines années jusqu'en 2020, il faut qu'elle définisse ses grandes orientations à travers un plan stratégique. Nous demandons l'avis de ce conseil d'administration sur ce plan stratégique. Voilà un peu les grandes lignes de ce processus. Alors, cette école existe il y a 50 ans déjà. Alors, combien de cadres vétérinaires vous avez déjà formés à ce jour? Alors, 50 ans d'existence, l'école a formé environ 1364 docteurs vétérinaires. Mais à côté de cela, il y a eu environ 290 à 300 apprenants qui ont été renforcés dans leurs compétences dans différents niveaux, puisque nous disposons de niveaux de master et de niveaux de doctorat d'université. Et puis, nous avons également des formations continues qu'on met à la disposition des professionnels, de façon à renforcer leurs compétences dans les domaines qui leur sied, pour pouvoir donc mettre en œuvre donc, les différentes politiques dans le pays. Donc voici un peu les actions qui sont en cours. Mais 50 ans, il promettait encore une fois, c'est en 2018, et nous pensons organiser avec FAS, j'allais dire, une célébration donc, du 50e anniversaire de cette école-là. Et donc nous allons essayer de capitaliser les acquis de l'école et essayer de réfléchir à trouver des ouvertures ou des perspectives nouvelles à cette institution régionale. Alors parmi ces diplômés que vous avez formés, combien de Togolais on peut noter? Alors au total, il y a 97 Togolais qui ont été formés, dont 6 filles actuellement. Mais pour l'instant, au niveau de l'école, nous en avons 18 que le gouvernement a bien voulu donc, faire former au niveau de l'école. Et parmi ces 18, nous avons 5 filles. D'accord. Et cette session que le Lomé abrite, qu'est-ce que ça va apporter concrètement aux vétérinaires togolais? Alors, tout d'abord, je pense que la présence du conseil d'administration dans un État, et particulièrement au Togo, a pour objectif de mettre en exergue la profession même du médecin vétérinaire, qui est souvent très mal compris. Oui. Et donc, c'est l'occasion pour nous de pouvoir parler beaucoup plus à l'opinion publique ou aux étudiants et aux élèves qui souhaitent s'engager dans cette profession-là, ce que c'est que la médecine vétérinaire et son importance dans le développement, si vous voulez, des politiques agricoles dans nos pays. D'accord. Aujourd'hui, parlant d'expertise, quelle expertise offre l'ISMV en matière de formation, de recherche et même d'ouverture à l'international? Alors, les opportunités qu'offre l'école vétérinaire sont multiples. D'abord, l'école vétérinaire, c'est une institution de formation, docteur vétérinaire. Et donc, les disciplines que nous enseignons aux étudiants pour leur donner le savoir, le savoir-faire et mieux le savoir-être, va leur permettre de s'insérer dans différentes facettes en fonction du choix du projet professionnel de chaque étudiant.
Et donc, il y a différents domaines dans lesquels ils peuvent s'inscrire. Ça va de la santé à la production animale jusqu'au management, puisqu'aujourd'hui, on fait des disciplines transversales, le management et la gestion des différents projets. Et donc, ce sont des ouvertures qui leur donnent soit dans la fonction publique au niveau classique que nous connaissons, pour jouer leur rôle régalien, mais également, ils ont la possibilité de s'auto-employer eux-mêmes, soit dans la production, soit dans l'aspect vétérinaire pur en termes de cabinet. Mais ils ont aussi la possibilité d'être recrutés par des ONG, par des organismes régionaux et internationaux, soit par également des industries agroalimentaires, des industries pharmaceutiques, puisqu'on y est également, mais aussi ils peuvent être des experts personnels qui jouent le rôle de consultants dans les différents secteurs dont ils pensent être beaucoup plus compétents. En tant que spécialiste des questions animales, alors quels sont les dangers aujourd'hui que constituent certains animaux pour l'homme? Les dangers sont de plus en plus criards, beaucoup en plus graves, vu le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, lié à, si vous voulez, aux effets du changement climatique, lié à l'urbanisation massive que nous avons et lié également à cette globalisation, ce commerce interplanétaire que nous avons. Donc cela crée un certain nombre de dangers pour les consommateurs des produits provenant des animaux. Les premiers, ce sont les zoonoses qu'on appelle, c'est-à-dire les maladies qui sont transmissibles des animaux à l'homme. Oui. Et donc, ces maladies-là se trouvent dans l'interface, c'est-à-dire dans la zone de connexion qu'il y a entre les hommes, les animaux et l'écosystème de l'environnement. Et nous constatons que cet espace de connexion s'élargit de plus en plus avec notre contexte international et notre mutation en cours. Donc, cela s'accompagne d'un accroissement de l'émergence, c'est-à-dire d'apparition de nouvelles maladies, ou de réémergence, c'est-à-dire des maladies qui ont disparu et qui réapparaissent liées donc à ce contexte-là. Et cela pose un gros problème de santé publique pour nos populations et notre économie. C'est un peu donc un des aspects. Le second aspect important qu'il faut tenir compte et qu'on néglige très souvent sous nos climats et que nous pensons au niveau de l'école pouvoir développer davantage, c'est la présence des résidus et résidus médicamenteux ou des résidus de substances toxiques dans les aliments, des produits animaux que nous consommons. C'est le cas par exemple des antibiotiques que nous utilisons de façon abusive ou alors des médicaments qui sont des médicaments frauduleux où il y a des sous-dosages de ces antibiotiques qui traitent très mal ces choses. Ça crée ce qu'on appelle des résistances des microbes aux antibiotiques. Et cela pose un problème dans le traitement des maladies chez l'homme plus tard. Et donc aujourd'hui, c'est un problème de santé publique majeur où chaque pays doit pouvoir avoir un plan pour réglementer l'utilisation des antibiotiques et réglementer également le contrôle des produits qui sont en circulation. Et puis il y a un troisième élément, c'est la production, parce que les maladies animales ont tendance à réduire le niveau de productivité des chenaux élevages et par conséquent va aggraver ou greffer, n'est-ce pas, la dépendance alimentaire. Donc les importations vont commencer à poursuivre. Au niveau de la faune sauvage, c'est la perte de la biodiversité. Donc ces maladies vont tuer ces vieux animaux et donc nous n'aurons plus les différentes espèces qui caractérisent donc nos forêts et nos savanes. Alors certains virus liés au contact avec les animaux ont menacé la sous-région ces dernières années. Quelle était la contribution de votre école pour gérer la situation, si nous prenons le cas de la grippe aviaire par exemple? La grippe aviaire est apparue en deux phases essentielles pour la sous-région ouest africaine, je veux dire. Il y a eu les années 2006 jusqu'en 2010 avec les différentes crises. Et là, l'école avait pris le devant, puisque c'était des maladies nouvelles qui apparaissaient chez nous. Et l'école a pris le devant en mettant en place ce qu'elle a appelé une mallette pédagogique qui permettent de sensibiliser les intervenants, qui permettent de mieux connaître la maladie et de pouvoir mieux riposter contre cette maladie. Donc cela a permis de passer dans les pays membres de l'école pour essayer donc de mettre à leur disposition ces outils permettant donc de pouvoir jouer ce jeu. Nous avons également au niveau de l'école eu de l'expertise, ce qui nous a permis en 2007 de venir au Togo, lorsqu'il y a eu le premier cas du Togo, de venir au Togo accompagner les autorités togolaises pour essayer donc de contenir cette pathologie-là et connaître un peu l'origine et savoir donc prendre des mesures préventives pour éviter que cela ne se vienne pas. D'accord. Alors, on en vient à la session même. Quels sont les résultats attendus à l'issue de la 46e session ordinaire qui s'ouvre demain à Lomé? Alors, je pense que les résultats, parce qu'en tant que directeur, puisque j'assure l'exécution de cette institution, j'attends qu'on approuve les comptes, les sessions financières de l'année dernière et qu'on m'approuve également le budget pour 2018 qui nous permettra donc de dérouler les activités que nous prévoyons. La deuxième chose,
c'est qu'on nous aide également à ouvrir l'école, puisque nous allons signer une convention avec un partenaire dans une perspective de jumelage. Donc j'attends que le conseil d'administration nous accompagne dans cette ouverture en essayant donc de nous donner l'accord de signature d'une convention avec une école vétérinaire française qui est prête à nous accompagner dans le déroulement d'un projet qui nous tient à cœur au niveau de l'institution. La troisième chose, c'est l'approbation des différents textes. Parce que nous avons réformé notre système de formation en allant dans le processus du LMD. Donc les textes doivent être revisités et réadaptés. Dans ces textes, j'attends que cela soit adopté. Ça a été déjà adopté par le conseil d'établissement. Maintenant qu'au niveau du conseil d'administration, on puisse adopter donc ces différents textes. Et puis les textes qui ont été revisités, nous avons dit, il faudrait qu'ils donnent leur point de vue là-dessus pour que nous puissions le finaliser définitivement. Et puis dernier point, c'est le projet du plan stratégique de l'école. Nous attendons beaucoup donc de ce conseil. Voilà, beaucoup de choses. Merci beaucoup, professeur Yalassé Yamba Kaboré. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Vous êtes à Lomé pour la 46e session ordinaire de votre conseil d'administration. Et merci d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie beaucoup de cette occasion. À la prochaine. Merci beaucoup. Et dans l'actualité à l'étranger, en Sierra Leone, les récentes pluies torrentielles ont entraîné inondations et coulées de boue meurtrières dans la capitale, notamment à Freetown. Des rues entières ont été envahies. Les autorités parlent de 500 morts et de milliers de déplacés. Suivez. Force de la vie quotidienne, elle reprend toujours ses droits. Ces habitantes de Freetown ont échappé à la mort, mais leurs maisons, ce sont désormais ces tentes humanitaires, ces dortoirs. Un nouveau camp, plus solide que les précédents, construit sous la pression du nombre de déplacés. Nous avons accueilli plus de 50 ménages. Il y a de l'eau, il y a aussi une unité de soutien aux familles, et nous avons aussi un poste de police, présent pour la sécurité. La tragédie est passée, ces survivants parviennent enfin à se reposer. Depuis la catastrophe, aucun d'entre nous n'est heureux. Mais nous avons maintenant un endroit correct pour dormir. Nous mangeons et recevons des vêtements. Dans le premier camp, il fallait se battre pour se nourrir, même lorsqu'il n'y avait pas grand-chose. Mais grâce à Allah, le gouvernement nous a déplacés dans ce nouveau camp. Freetown a vécu l'une des pires inondations qu'a connue l'Afrique. Et sur ces images aériennes, on mesure la puissance du glissement de terrain qui a suivi. Au moins 500 morts, des corps retrouvés jusqu'en Guinée voisine, d'autres sans doute encore ensevelis. Au-delà des secours, le gouvernement de Sierra Leone va maintenant se concentrer sur des objectifs à long terme. Éviter ces collines surpeuplées, où les constructions bancales pullulent, où la déforestation rend la terre si mouvante. Des risques de glissement de terrain massif qui ne se limitent pas malheureusement à la seule Sierra Leone. La Corée du Nord a testé ce dimanche une bombe à hydrogène, un essai réussi selon les médias officiels qui ajoutent que l'engin peut être monté sur des missiles à longue portée. La Terre a tremblé. La Corée du Sud parle d'une magnitude 10 fois plus puissante que celle observée lors du 5e test nucléaire mené par Pyongyang l'an dernier. Regardez. Du régime nord-coréen, une bombe à hydrogène miniaturisée, un engin dont la puissance est décuplée par rapport à une arme atomique traditionnelle. Ravi de son nouveau jouet, le leader Kim Jong-un a immédiatement ordonné des essais, quelques heures seulement après l'annonce. Des tests sont effectués en souterrain dans le nord du pays. Les déflagrations provoquent 2 séismes artificiels, le plus fort de magnitude 6,3. C'est bien plus que lors du dernier essai en septembre 2016. L'énergie dégagée par le séisme est 11 fois plus forte que lors du 4e essai nord-coréen et 5 à 6 fois plus forte que le dernier essai en 2016. La puissance confirme qu'il s'agit d'un engin thermonucléaire, une réussite très vite saluée par la télévision nord-coréenne. Dans la région, la bombe produit son effet. Les voisins asiatiques sont en pleine ébullition. Pékin condamne vigoureusement. Le président sud-coréen réunit en urgence un conseil de sécurité et réclame la punition la plus forte contre le Nord. Au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe a qualifié ces essais d'inacceptables. Je veux calmement analyser l'information que j'ai reçue pour en discuter avec les autres pays, de la réponse à apporter, si besoin, des mesures à prendre pour protéger la population et ses intérêts.
Une bombe H qui fait mouche, alors que les analystes étrangers étaient jusque-là sceptiques sur la capacité de la Corée du Nord à produire une telle arme. Elle devrait en tout cas permettre à Pyongyang de négocier d'égal à égal avec Washington. Et c'est l'heure des informations lues sur le net. Lys Damien, bonjour. Bonjour Prudence. Politique avec le site Republic of Togo. Que dit concrètement ce site? Alors dans les remous au sein de la classe politique togolaise, l'Union des forces du changement de Gilles-Christ Olympio prône la sagesse. Un cadre du parti a démenti cette semaine les informations diffusées par la presse et sur les réseaux sociaux, informations selon lesquelles l'UFC, ce parti d'opposition, appelle à ses manifestants à soutenir les manifestations organisées par le PNP et d'autres formations de l'opposition. Alors le conseiller de Gilles-Christ Olympio, il a rappelé la ligne du parti, la ligne basée sur l'alternance, mais pas dans la violence. Le parti a confiance quant à l'avancée des discussions sur les réformes politiques et a invité les autres formations de l'opposition à la sagesse et à la patience. Voilà. Et une bonne nouvelle pour les porteurs de projets au Togo, le fonds Black Lion arrive à Lomé. Mais Prudence, permettez juste de dire dans la même lignée que le sujet dont on vient de parler sur Togo.com, sur icilomé.com, on voit que justement des événements que vous savez depuis ces événements, les marches et les contre-marches et autres, les réseaux sociaux sont fortement mis à contribution. Alors, information et intox, il est difficile de démêler le vrai de l'ivraie. Toute la pertinence de l'article sur icilomé.com, information et désinformation sur les réseaux sociaux entre le pouvoir et l'opposition qui détient le monopole. Parce que oui, les politiciens font aussi désormais des plateformes de discussion sur les réseaux sociaux, des lieux privilégiés de diffusion de leurs messages. Et depuis un moment, cette guerre de communication entre l'opposition et le pouvoir de Lomé, on la constate. Et les jeunes, vous le savez, ils sont nombreux sur les réseaux. Et l'article salue cette opportunité que les réseaux offrent à ces jeunes de mieux comprendre les débats et enjeux politiques. La pensée unique, aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité, on le sait, mais l'autre face de la médaille, ce sont ces images détournées, les communiqués tranchés, les communiqués tronqués plutôt, que des états-majors des partis et autres militants, ils font circuler sur les réseaux. Mais qui en aurait les lauriers? Difficile à dire selon l'article, même si les tendances, ils tournent en faveur de l'opposition. Mais une chose est certaine, selon l'article, un bon usage des réseaux sociaux permettra à chacun, au moment opportun, de faire son choix. Et vous nous parliez tantôt de ce fonds Black Lion, sur republicoftogo.com. Vous savez, à la tête du fonds d'investissement Black Lion, c'est un fonds basé à Londres. Randy Koussou Alam Sogan, il veut faire profiter le Togo de son expertise et des moyens financiers de son groupe pour accompagner donc le développement du pays. Le voici à l'image. Black Lion, vous savez, il est présent en Afrique dans le domaine des infrastructures, du développement urbain, des énergies renouvelables, des télécommunications, des mines, du tourisme ou encore de l'agriculture. Ce fonds disposait en 2016 de 3 milliards de dollars auxquels il faut ajouter aujourd'hui 8 milliards qui sont en négociation avec les investisseurs. C'est de cela que veut faire profiter au Togolais Randy Koussou. Il est né au Bénin, élevé entre Cotonou et Lomé, mais il est toujours resté proche du Togo. Ma priorité, dit-il, est d'identifier les projets et de les développer en phase avec les stratégies économiques du gouvernement, particulièrement toute initiative susceptible d'avoir un impact social fort et de contribuer à la création d'emplois. Alors, des experts du fonds Black Lion, ils sont attendus à Lomé dans les prochaines semaines. Ils viennent réaliser une étude de marché avant de sélectionner les opérations pour de futurs investissements. Une vraie bonne nouvelle pour les porteurs de projets au Togo, comme vous le disiez tantôt.
Et de 2 pour Clarisse Agbenienon, la judokate française d'origine togolaise. On lit l'article sur elfree.com. C'est cela, on va prendre des nouvelles de talents togolais évoluant à l'extérieur. Juste les nouvelles de Clarisse Agbenienon, la judokate française d'origine togolaise. Elle est 3e dan et vice-championne olympique en titre. Elle a été sacrée jeudi dernier championne du monde de la catégorie des moins de 63 kg, après donc sa domination sur la Slovène Trtenjak, la championne olympique et championne du monde en titre, en seulement 2 minutes 48 secondes de combat. Du haut de ses 24 ans, la Togolaise d'origine, elle s'offre ainsi son 4e titre majeur depuis 2013. Clarisse Agbenienon réaffirme ainsi qu'elle mérite bien sa décoration d'octobre dernier. Il vous souvient, Fornia Singbe l'avait alors élevé au rang d'officier de l'ordre du Bono après sa médaille d'argent qu'elle avait remportée aux Jeux Olympiques de Rio. C'est tout pour les informations de Sud-Net aujourd'hui. Merci beaucoup les Jamiens. Très belle suite de journal à dimanche prochain. Merci beaucoup. La crise migratoire, on l'a abordé tout à l'heure. La crise migratoire, principal sujet abordé cette semaine à Paris lors d'un mini-sommet euro-africain à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Le Tchad, le Niger et la Libye étaient aussi présents à ce sommet qui intervient alors que Emmanuel Macron a souhaité la création de hotspots en Afrique pour limiter les flux migratoires illégaux. Il entend aussi réduire le nombre de morts en Méditerranée et les détentions inhumaines de migrants en Libye. La crise migratoire et les approches de solutions de ce mini-sommet à Paris. Augustin Kossi. Des milliers d'Africains candidats à l'immigration clandestine meurent chaque année en Méditerranée ou périssent dans le désert à la recherche de l'Eldorado en Europe. 14 000 morts depuis 2014 et plus de 600 000 accueillis en Italie. La frontière nord du Tchad, porte d'entrée en Libye, est devenue un no man's land régulièrement utilisé par les passeurs pour faire entrer les migrants venant de l'Afrique de l'Ouest en Libye. Mais d'autres routes migratoires commencent à reprendre, notamment du côté du Maroc ou de l'Espagne, et la tragédie humanitaire continue avec des migrants livrés à la violence extrême des trafiquants. La lutte contre cette immigration clandestine jusque-là se mène sur 2 fronts, le développement et le volet sécuritaire. Aujourd'hui, la question migratoire est devenue un défi aussi bien pour l'Union africaine que pour l'Union européenne. Un défi commun aux pays d'origine en passant par les pays de transit pour mener des actions efficaces. L'Italie est le principal point d'arrivée des migrants clandestins. Paris, Berlin, Madrid et Rome se sont engagés à améliorer la coopération économique avec les communautés locales se trouvant sur les routes migratoires en Libye. En juillet dernier, la France avait évoqué la possibilité d'ouvrir des hotspots en Libye, c'est-à-dire des centres d'enregistrement et d'identification pour distinguer les réfugiés politiques des exilés économiques. Une proposition qui a suscité des protestations des ONG. Emmanuel Macron fait volte-face et parle de mission de protection. Il s'agira en somme pour la France d'identifier sous supervision du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies les migrants dans le Tchad et le Niger. L'objectif serait alors de maintenir la crise des migrants sous contrôle et réduire autant que faire se peut les conséquences pour l'Europe. Au mini-sommet à Paris qui a réuni les principaux protagonistes de la crise migratoire, l'Élysée a rectifié son tir en parlant de hotspots au Tchad et au Niger. Cette rencontre a réaffirmé le soutien de l'Europe au Tchad, au Niger et à la Libye pour le contrôle et la gestion des flux migratoires. Mais cette crise peut-elle être résolue par un coup de baguette magique? Qu'est-ce qui pousse les jeunes Africains à partir vers l'Europe? C'est bien entendu la pauvreté, les guerres, l'instabilité politique et économique, la mauvaise éducation, le chômage, de même que l'insécurité. Ce mal du siècle ne pourra être endigué que par le développement des pays d'Afrique. Créer des ressources de revenus alternatives, accroître la résilience des populations et les rendre indépendantes de la traite des êtres humains. Une solution qui doit passer aussi par une formation adéquate, adaptée aux besoins de l'heure, la bonne gouvernance, de même que les mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Des dispositions qui pourraient, à la limite,
dissuader les candidats à l'immigration comme quoi ailleurs n'est pas toujours meilleur. On en vient à cette sensibilisation des populations de Côte d'Ivoire sur le littoral. Elle est organisée par la préfecture maritime. C'est pour amener les populations à prendre conscience des conséquences de la montée des vagues de la mer. Ce phénomène menace sérieusement les villes côtières ces dernières années. Il a été annoncé que la période de juillet à octobre de cette année est très sensible. Les populations ont été appelées à plus de vigilance et de prudence sur la côte. Yasmine Kodiar et Robert Kotogbe. Face au phénomène de la montée des vagues en cours sur les côtes ouest africaines, la préfecture maritime opte pour la sensibilisation. Après ceux du littoral d'Anéro, les piroguiers, les pêcheurs et les populations de Kodjo-Viakopé ont été informés sur ce mouvement marin qui ne cesse de causer des dégâts. Les phénomènes qui nous inquiètent et pour lesquels nous sommes venus sensibiliser la population, c'est les marées exceptionnelles, au cours desquelles le niveau de l'eau peut se lever de quelques mètres et donc accentué par les phénomènes météo, c'est-à-dire le vent. Cette eau peut se déferler sur la côte et inonder le littoral et créer donc des inondations, emporter des personnes et détruire les biens. Les mesures de protection et de la sécurité du littoral ont été abordées pour mieux amener les populations riveraines à prendre au sérieux ce phénomène. Les précautions à prendre par rapport aux marées exceptionnelles, c'est la prudence. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On est en train de sensibiliser la population pour que la population sache qu'il y a le phénomène de marée exceptionnelle qui peut se produire sur les côtes togolaises. Et donc, nous demandons à la population d'être prudente. Et surtout que nous sommes pendant la période des vacances et il va falloir que les parents puissent sensibiliser leurs enfants pour qu'ils ne visitent pas la plage. Les adultes sont un peu conscients. C'est un message qui est intéressant, qui peut nous aider à évoluer. Comme ils ont demandé de divulguer, de partager, ça fait toute la pêche littorale. Nous sommes prêts à y faire le nécessaire. Le préfet maritime, le capitaine de vaisseau Takunyandi Nayo, après avoir insisté sur l'intérêt que revêt cette tournée, a appelé la population à plus de collaboration pour assurer la sécurité de la côte togolaise et de la maintenir toujours saine et salubre. Environnement encore, et ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années, la dégradation des terres. Selon les spécialistes des questions environnementales, des pratiques humaines en sont les causes. Le phénomène est d'actualité. En 10 ans, plus de 230 000 hectares de terres dégradées au Togo. Que faut-il faire pour freiner cette dégradation des terres? Les explications de Sonia Menyiko. La mauvaise pratique de l'agriculture, les feux de végétation, le pâturage non contrôlé et les exploitations minières non conformes. Ce sont ces quelques actions humaines qui concourent à la dégradation du sol chaque jour et au fil des années. Le phénomène est mondial et n'épargne aucun pays. Au Togo, sur ces 10 dernières années, on a enregistré 230 000 hectares de terres dégradées selon les experts en charge des questions environnementales. Des données sur lesquelles nous avons travaillé. Et puis ces données, pour pouvoir évaluer l'état de dégradation des terres dans un pays, la Convention pour la lutte contre la dégradation des terres a identifié 3 indicateurs. Les 3 indicateurs, le premier c'est l'occupation des terres, le deuxième c'est la productivité nette des terres et le troisième indicateur c'est le stock de carbone. Donc si un de ces 3 indicateurs évolue à une tendance négative, ça veut dire qu'on est en situation de dégradation des terres. Quand on a regardé les tendances, c'est beaucoup plus l'occupation des terres et puis la productivité nette des terres qui ont évolué et qui ont donné des tendances négatives. Les autorités togolaises ont pris à bras le corps le problème en mettant en place une stratégie pour endiguer le phénomène. Elle est dénommée cible de neutralité en matière de dégradation des terres au Togo. Le défi est de restaurer 80% des terres dégradées d'ici à 2030. C'est un objectif qu'on s'est fixé à atteindre. À quel horizon? L'horizon 2030 pour tous les ODD. Étant donné que la cible à laquelle nous sommes en train de travailler, c'est une cible
des ODD qui est surtout lié à l'ODD 15, qui est un peu la vie terrestre. Pour la dégradation des terres, la neutralité en matière de dégradation des terres, ça suppose tout simplement qu'il faut mettre en œuvre des efforts au niveau national pour qu'à l'horizon 2030, au minimum, on n'ait plus de dégradation des terres. On a dit qu'il faut faire l'effort de ramener la couverture végétale du Togo à 3% en plus de ce qu'on a aujourd'hui à l'horizon 2030. L'une des conséquences directes de la dégradation des terres est l'infertilité des sols. À cela s'ajoute l'érosion hydrique, éolienne et côtière dont leurs effets se font de plus en plus sentir ces derniers temps. À ces cibles, on a développé des mesures. L'érosion hydrique, par exemple, vous comprenez bien, c'est tout ce qui est érosion, ravinement, érosion en nappe, tout ça là, lié au ruissellement, à l'eau. Donc, une des mesures, par exemple, pour lutter contre ce type d'érosion, c'est de renforcer, par exemple, les systèmes de couverture végétale. Il y a d'autres mesures aussi qui sont associées. Dans le document, nous avons développé au total 30 mesures, dont des mesures d'ordre technique, des mesures d'ordre institutionnel, des mesures d'ordre politique et puis des mesures d'ordre législatif et réglementaire. Le sujet est d'une importance capitale. Des actions concertées de différents acteurs de la vie nationale devraient contribuer à freiner le phénomène dans les prochaines années. C'est une invention d'un groupe de jeunes étudiants togolais, Magie, un dispositif pour sonder l'eau et vérifier si elle est potable ou non. Un appareil monté grâce aux matériaux de recyclage. Le prototype de cet appareil nous est présenté ici par Lucassi. Il y a ici un détecteur qu'on va plonger dans l'eau pour voir la qualité de l'eau. Donc une fois que le dispositif est plongé dans l'eau, là on voit le clignotant rouge qui s'est allumé. Ça veut dire, je ne sais pas, là il a plus l'eau, mais ça veut dire que ce n'est pas une eau de qualité. Magie, un dispositif connecté développé par de jeunes Togolais pour tester la qualité de l'eau, soit savoir si elle est consommable ou pas. Il permet également de géolocaliser la source de provenance de l'eau, s'agissant d'un puits ou d'un forage ou encore d'une rivière. Conçu à partir des matériaux recyclés, ce dispositif reste pour l'instant un prototype à améliorer. Quand vous trempez cette partie dans l'eau et qu'au bout de quelques minutes le verre s'allume par exemple, ça veut dire que l'eau est potable. Mais si c'est le rouge qui s'allume, ça veut dire que votre eau n'est pas potable, donc vous ne pouvez pas la boire. Et sur l'écran s'affiche la température et les autres résultats du test. Après avoir testé, fait l'analyse de l'eau issue de ce puits, vous pouvez mapper le terrain et envoyer les résultats maintenant vers une plateforme. Tout le monde est habilité à pouvoir l'utiliser parce que nous consommons tous de l'eau et surtout les populations dans les zones reculées, ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et ce produit aussi pourra servir aux sociétés qui travaillent dans le domaine de l'eau, qui exploitent l'eau, la TDE, ceux qui font du Pure Water, ça pourrait aussi leur servir. Une fois ces données envoyées vers une plateforme gérée par le groupe Magie, elles sont recueillies et traitées afin d'établir une carte de localisation des zones où on pourrait trouver de l'eau potable pour la consommation. Celui qui achète le dispositif n'aura pas besoin de revenir vers nous parce que cela se fait un peu de façon automatique. Quand vous avez vous achetez le dispositif, l'application vous est installée gratuitement immédiatement sur votre téléphone et on vous apprend comment envoyer les données après avoir géolocalisé la source d'eau. Donc chaque personne dans sa maison ou en ville peut le faire. Nous continuons à travailler là-dessus et nous sommes aussi à la recherche des partenaires, des personnes qui peuvent nous aider financièrement et de façon logistique à améliorer le prototype. Donc nous avons besoin d'argent pour faire les études approfondies sur ce que c'est que l'eau, sur quels critères nous pouvons qualifier une eau de potable et améliorer le design et rendre le dispositif plus petit si possible. Arrivé deuxième au concours La Francophone, organisé en mai dernier par la francophonie, le groupe Magie a bénéficié de 6 000 € et d'un accompagnement technique pour démarrer ses activités. Aujourd'hui, il est incubé par le WeLab.
Littérature, le tribut de la vie, un roman de 180 pages dédicacé hier à Lomé. L'ouvrage évoque les problèmes de la société, la souffrance, le quotidien des citadins, la prostitution entre autres. Serge Tastom et Gérald Agoudou pour les précisions. Le tribut de la vie, deuxième ouvrage littéraire de Festus Kossi Tamakloé, ingénieur informaticien de formation. Après la présentation publique du recueil de poèmes intitulé Dans l'océan de mon cœur le 15 avril dernier, l'auteur revient sur le prix de la vie. Une œuvre scénique qui traite des réalités d'ordre social, rédigée sous forme de scénario. Ici, nous voulons utiliser le tribut sous forme de dette ou bien sous forme de sacrifice que nous avons vis-à-vis à payer à la vie. Dans le livre, on a 38 scènes actuellement dans ce volume. Et là, il y a exactement, pour ainsi dire, 38 problèmes sociaux qui sont développés dans le livre. Je parle des problèmes les plus simples, la souffrance, comment les gens dans leur village doivent faire 2-3 km sous le soleil suffocant pour aller à l'école et revenir. Parfois, ils reviennent à la maison, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Les participants à cette cérémonie de dédicace ont apprécié cette nouvelle œuvre et salué l'esprit créatif chez Festus Kossi Tamakloé qui, au-delà de son métier d'ingénieur informaticien, s'illustre dans la littérature. À travers ces écrits, on essaie de revivre encore une histoire ancienne et surtout lorsqu'il parle de la souffrance, nous endurons, surtout les femmes, la souffrance dont les femmes endurent dans les foyers, vraiment c'est intéressant. Donc il faut que de temps en temps, on en essaie un genre de roman pour nous rappeler les situations et le comportement à tenir. De nos jours, ce n'est pas tout le monde qui peut écrire un roman, alors que bon, c'est un informaticien, bon, il a parlé, bon, la manière dont il a géré le temps, tout ça, là, bon, ça m'a tellement ému. C'est ce qu'il avait commencé depuis son enfance. Les idées qu'il me donne, papa, tu vois, c'est ceci, cela qu'on devait faire. Et quand il revient avec de nouvelles idées. La version électronique de l'ouvrage est déjà disponible sur Internet. Mais la série télévisée est actuellement en tournage et sera prête à diffuser en janvier 2018. Né le 30 janvier 1979 à Balimé, Festus Kossi Tamakloé est également dramaturge et maître de conférences. C'est la fin d'une semaine de vacances utiles chez les élèves de la région de la Kara. Pendant 7 jours, l'association Art, Héritage et Culture a initié ses élèves en art plastique, en technique de percussion africaine. Les chefs-d'œuvre des élèves ont été présentés au public cette semaine. Nestor Mouzou. C'est le résultat d'une semaine de formation en matière de production d'art plastique qui est ainsi présenté. Les élèves de Kara ont passé une semaine de leurs vacances au collège Chaminade pour s'exercer à la chose. Ils ont traduit sur les tableaux leur imagination. Le titre de mon tableau est l'injustice. L'injustice parce que le tableau est déséquilibré et cette tête représente l'Afrique en colère que j'ai expliqué avec la couleur rouge. Bon, ces gens sont nous, les Africains. Bon, ils se sont révoltés parce qu'il y a injustice. Bon, quand il y a injustice, cette injustice amène aux révoltes, aux guerres. Donc nous avons besoin de la paix en Afrique. J'ai dessiné l'esclavage. Là, c'est le commerce triangulaire. Là, c'est l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Et nous ne devons pas oublier quelque chose. Ici, c'est les empreintes de nos hommes valides qu'on a perdus. Et là, c'est le souvenir. Au cours de leur rencontre au collège Chaminade, en dehors de l'art plastique, ces élèves ont été formés en percussion et en danse traditionnelle. Ces vacances utiles sont à mettre à l'actif de l'association Art, Héritage, Culture à travers son projet Petite main aujourd'hui, grand maître demain. Pourquoi l'art plastique? C'est pour inculquer à nos enfants un esprit d'ingéniosité et de créativité. Pourquoi la percussion?
Parce que nous avons remarqué qu'avec le phénomène de la mondialisation, nos enfants oublient notre tradition. C'est dans ce cadre que l'association a pensé instaurer la percussion pour sauvegarder nos valeurs traditionnelles. C'est la 4e édition que l'association Art, Héritage, Culture vient d'organiser. Elle sera suivie d'un festival à Lomé, concours auquel vont participer les 5 meilleurs tableaux de Kara. C'est un nouveau concept qui fait parler de la mode et du stylisme au Togo, dénommé Aounion Award. Entendez, le vestimentaire est beau, une démarche du styliste togolais Style César qui vise à promouvoir le secteur de la création stylistique au Togo et à récompenser certains. La première édition a eu lieu hier au Grand Reste de Lomé. C'était une soirée de défilé de mode qui a vu la participation de certains créateurs de mode togolais qui a récompensé également d'autres. Augustin Kossi. Les premières œuvres de l'artiste suscitent l'admiration des visiteurs. Des tableaux qui retracent les réalités culturelles africaines où les divinités noires occupent une place de choix dans le cœur des communautés. Bienvenue à la galerie Sok et Dor. Dans cette galerie installée ici à Gouakumaou il y a 2 décennies, chaque peinture a une histoire. Quand je vois les gens danser à Badja, ça me fait plaisir et en ce moment je n'ai pas encore été à l'école des Blancs. Donc c'est ce que moi je faisais. Et aujourd'hui on peut l'appeler l'art naïf, l'art du sentiment. Mais quand vous voyez, moi on préfère ça parce qu'on voit des hommes qui dansent. Il y a le déha qui coule, le chinaps que les chefs prenaient avant. Et Sorabi, le verre de Sorabi qui est là. Et le gakongo pour annoncer les trucs. Donc moi j'étais autodidacte, donc je reprenais ma tradition telle qu'elle est. Donc cette œuvre est plus expressive, mais c'est une œuvre un peu naïve. Donc je ne fais plus ça. Je le fais depuis les années 87. Vous pouvez voir 8 et 7 ici. Je l'avais signé. Donc c'est mes œuvres de jeunesse. Et au regard de ce que peuvent ressembler ces œuvres, Sok et Dor sait bien valoriser la terre à travers ses différentes créations. Je rends hommage à la terre parce que c'est de la terre que tout sort tout. Pendant des années, j'ai peint avec la latérite qui est mon style de vie. Aujourd'hui, on parle de l'art contemporain et où le figuratif ne fait plus école. Donc, j'ai choisi, au lieu de l'art classique, l'art conceptuel contemporain, pour faire l'international, pour traverser aussi ma carrière d'une façon internationale. Mon ambition, c'est d'arriver de voir des jeunes qui s'expriment sur le plan international aussi, comme moi. Et aussi, c'est de porter la culture ou l'art plastique togolais très très loin, comme le font au Cameroun, les Camerounais, les Ivoiriens et tout. Qu'on soit aussi dans le concert des nations créatives. Artiste plasticien des années 80, Sok et Dor est considéré comme l'une des icônes de l'art plastique au Togo. Sa galerie accueille périodiquement des jeunes artistes qui ambitionnent lui emboîter le pas. Chaque année, ils sont nombreux à venir ici pour perfectionner leur talent. Comme c'est un doyen, souvent quand on parle avec lui, déjà le fait d'échanger nous apporte un petit plus. Puisqu'il a fait une grande école de philosophie, donc c'est vraiment, disons, une porte d'entrée sur le monde international pour nous les jeunes. Donc nous n'avons pas eu la chance de voyager à travers le monde, mais puisque lui l'a fait, en l'approchant, on apprend un peu de lui. Et on espère aller très loin comme lui. L'un des projets phares de Sok et Dor, Montagnard. Une idée pour susciter chez les jeunes artistes l'esprit de créativité. L'objectif est de faire rayonner l'art plastique togolais à travers le monde. C'était plutôt une visite guidée dans la galerie Sok et Dor à Agou, à Kumaou. Un reportage signé Ekwesala et vous suivrez le sujet sur la première édition de Aounion Award dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. Passez un bon dimanche.